Alors, voilà, moi, je m'appelle Emmanuel Meunier, je travaille pour la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque, qui est une structure qui mutualise deux équipes, une de la ville de Paris, qui est aussi un département, et puis du département de la Seine-Saint-Denis. Euh, on est donc sur les conduites à risque, c'est-à-dire à la fois les consommations de drogue, l'engagement des jeunes dans les trafics, on a travaillé sur la radicalisation, aujourd'hui on travaille sur les RICS, on travaille sur tous les sujets vachement heureux de notre société. Et à un moment, bon, on a été interpellé sur la question aux alentours de 2013, on a été 2012-2013, on a commencé à être interpellé sur des conduites dites de michetonnage. Enfin, c'était les jeunes qui le nommaient comme ça, et bon, qui était manifestement de la prostitution, mais pas nommé comme tel. Nous, on est là pour essayer d'aider les professionnels de terrain à analyser ce qui se passe, puis à déployer voir ce qu'on peut faire en termes de protection de l'enfance avec ces jeunes-là. On relève du département ou de la ville de département Paris. On n'est pas sur le versant du pénal. Alors 2012-2013, ça émerge. Il faut voir qu'en Angleterre, à cette époque-là, il y a l'affaire de Rochester, qui va animer fortement l'opinion publique en Angleterre et déclencher toute une série de procès qui va faire que les Anglais ont été assez exemplaires justement. Et nous, on va, il y a le travail d'une éducatrice, Liliane Agile, qui a fait paraître un petit mémoire qu'elle nous a passé, où elle est parvenue à identifier 70 jeunes filles sur la seule ville de Stein, qui est la ville la plus pauvre de Seine-Saint-Denis, donc du département le plus pauvre. Donc on s'est dit, il y a un phénomène, on a organisé des débats publics. Moi, j'ai fait le tour de toutes les structures de Paris, Seine-Saint-Denis pour voir si ils constataient ce même phénomène. Et progressivement, on est arrivé au constat qu'il y avait un vrai problème, que c'était pas que ça avait une vraie ampleur, quoi. En 2015, on a fait une formation action où on a réuni des professionnels et des chercheurs, ou bien des professionnels qui avaient des compétences en recherche, pour aboutir à la rédaction d'un guide pratique qui a d'ailleurs été cité dans l'intervention précédente. Et là, l'intérêt d'associer des professionnels et des chercheurs, c'est que ils ne voient pas tout à fait la même chose. Par exemple, quand on s'est mis à faire une grille d'indicateurs qui pouvaient servir de signe d'alerte, par exemple, les professionnels ont écrit, dans le cas d'une mineure, donc concernant les filles, elle s'habille avec des vêtements qui répondent à des codes hypersexualisés et soutient dans son discours que de la sorte, elle se valorise à ses propres yeux et à ceux d'autrui. Mais finalement, on a été très gênés d'écrire ça parce qu'on croisait plein de gamines qui ont des habits hypersexualisés. Donc, on a rajouté, et qui ne sont pas du tout dans la prostitution. Enfin, c'est une norme aujourd'hui, l'hypersexualisation. Et alors, on a rajouté le fait qu'elle soit, à d'autres périodes, sale et négligée, peut-être évocateur d'expériences dégradantes. Et donc, ce qui nous paraissait aux professionnels plus significatif comme signe d'alerte, c'était pas qu'elle ait des habits hypersexualisés, c'était qu'il y avait des moments où elles arrivaient en souillon. On avait même des cas de filles qui arrivaient avec des hijabs, et c'est vrai que le hijab, si on a les cheveux sales, si on ne veut pas se maquiller, on peut sortir avec. Donc on avait cette espèce de contraste. Et ça, c'est des professionnels qui l'amènent. Associer des chercheurs, les chercheurs, eux, quand ils vont interroger les jeunes, ils vont les interroger avec des grilles d'analyse, par exemple celle de Ward Baker, Outsiders, celle d'Erving Goffman dans Stigmate, qui essaye de réfléchir un peu sur comment on fonctionnent les groupes.
Hein, c'est-à-dire que quand on prend des risques, quand on se met en danger, bah, on a besoin d'autres qui vont nous aider, nous appuyer, nous tranquilliser, et que ces pratiques-là, ce ne sont pas des pratiques individuelles. Il y a des petits groupes de filles qui fonctionnent ensemble, qui se protègent mutuellement quand elles s'engagent dans ce type de pratique. Et là, ils vont amener des choses. Par exemple, une chercheuse va nous dire, voilà, les gamines me confient qu'elles ont des signes de reconnaissance entre elles, comme par exemple le fait d'avoir des tatouages avec des diamants qui incarnent à la fois le luxe, mais aussi la dureté, qui renvoie à la dureté dont elles sont obligées de faire preuve dans cette pratique-là, où il faut éviter aussi de tomber amoureuse, il faut éviter plein de choses pour pouvoir tenir, éviter de faire trop confiance aux gens, sinon on se fait manger, quoi. Les chercheurs vont aussi nous amener à nous rendre compte finalement comment on se signale aux clients quand qu'on est mineur, parce qu'il y a une demande masculine de mineurs. J'y reviendrai parce que ça c'est vraiment un aspect essentiel du problème. Euh, bah, si vous allez sur des sites, ce qui explique les gamines, c'est qu'elles ne mettent pas des photos de leur visage, elles mettent des éléments de silhouette, un dos, une courbe, des choses comme ça. Et donc, on pourrait quantifier le phénomène en allant sur, je sais pas, des sites comme Sex Model et puis faire le compte. Des images où il y a des photos avec des visages et où on peut penser que c'est des majeurs, et puis des autres où, parce que pour le client, il n'est pénalisable qu'autant qu'on on peut éprouver qu'il avait connaissance que la prostituée était mineure. Autrement, s'il a une relation avec une mineure mais qu'il dit ah mais moi je ne pouvais pas le savoir, je ne vais pas demander sa carte d'identité, il peut échapper à une condamnation. Donc tout ça, c'est des mécanismes de protection des clients qui sont mis en place et des codes implicites. Donc voilà, on sait que par exemple, dans toutes ces activités déviantes, il y a des codes qui se mettent en place, dont par exemple un langage, un argot, on ne va pas parler de prostitution, mais du stonnage, etc. Ce qu'apportent les chercheurs aussi, c'est essayer de comprendre le processus pour essayer de développer de l'intervention précoce. Parce que si on intervient, si on attend que les jeunes filles soient prises dans des réseaux, ça va être compliqué d'intervenir. Et les prises en charge vont être extrêmement lourdes. Donc, il faut bien avoir en tête qu'une jeune fille ne tombe pas dans la prostitution. C'est pas une jeune fille qui sort pure d'un gymnase, d'un cours de danse, et puis il y a quelqu'un qui est là en train de lui dire ah oui, tiens, ça te plairait, des bottes de boutin, un sac Dior, et puis là, tout d'un coup, elle fait un pas en avant et puis elle tombe dans la prostitution. C'est un processus graduel. Et ce processus est un processus de tentative de sortie d'une situation d'emprise pour tomber dans une autre emprise. C'est-à-dire que si on regarde les invariants de ces jeunes filles, alors on peut dire qu'il n'y a pas de profil, elles sont de toute origine, on a aussi bien des jeunes filles de plein d'origines culturelles, plein d'origines sociales, enfin plutôt précaires, et puis petite classe moyenne. Donc, on ne peut pas faire un profil sociologique. Par contre, on va s'apercevoir que ces jeunes filles vivent dans une ambiance d'emprise familiale avec des situations très différentes. Ça peut être, pensez là, une situation d'une jeune fille qui est d'un premier lit, qui est traitée comme une bonne dans sa famille, maltraitée par le beau-père. C'est insupportable et elle veut fuir ça. Une autre qui vit avec une mère seule, dépressive, culpabilisante, etc. C'est insupportable. Au départ, il y a une jeune fille qui veut avoir de l'air, sortir d'un environnement qui fait emprise. L'autre chose, les deux autres invariants qu'on va retrouver, c'est le fait que ces jeunes filles ne croient plus à l'école. Qu'elles ont peu de perspectives d'insertion professionnelle. Donc là, il y a tout ce qui a pu être négligé au niveau de l'enseignement professionnel pour des jeunes comme ça peu formés, de perspectives. Bon. Donc là, il y a quelque chose qui est... Et alors que, je veux dire, avoir un projet, ça permet de supporter la lourdeur du quotidien. Là, elles sont...
elles sont enfermées dans cette lourdeur du quotidien. Et puis, un autre invariant, c'est d'avoir vécu une mauvaise expérience amoureuse. C'est-à-dire qu'elles vont se retrouver, alors certaines ont pu subir un viol, mais d'autres, c'est des choses plus un garçon balourd qui couche avec elles, puis qui les laisse tomber, puis qui ensuite fait jouer des trucs de réputation sur elles. Et puis, je dirais, les peines de cœur à l'adolescence, ça peut avoir des retentissements comme ça et faire vaciller complètement une jeune personnalité. Donc, on a ces trois choses-là et puis un environnement qui dit qu'il y a un regard relativement positif, disons, ou pas trop négatif sur ces et là, à la fois, c'est des jeunes qui disent finalement, pourquoi pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, après tout, tant qu'on est consentant, c'est ça l'essentiel, ou bien des choses comme puis aussi le fait que dans l'environnement, il y a des gens qui savent faire, qui savent vous connecter sur Internet, sur quel site, vous enseignent à le faire. Dans toutes les conduites à risque, il y a des gens pour vous enseigner à les faire. C'est pas inné de rouler un joint, c'est pas inné de débrider un moteur pour pouvoir le faire. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui et donc ça existe ou pas dans l'environnement. Puis il y a aussi un environnement plus sociétal, c'est-à-dire que quand on regarde les photos de mannequins, elles ont 14 ans, 15 ans, et que finalement, elles voient bien que des jeunes filles sont présentées, de très jeunes filles sont présentées comme des femmes sexuellement matures. C'est ça quand même le message de la société. Donc, nous, ce qu'on a essayé de tenter de faire, c'est de dire, il faudrait développer de l'intervention précoce et donc multiplier les signalements. Mais on s'est aperçu que ça ne servait pas à grand-chose parce que ce qu'on aurait aimé, c'est que ces signalements fassent que quand une jeune fille se trouve en situation de fugue, ce soit pas déclaré comme une fugue, ce soit une disparition inquiétante et qu'à ce moment-là, des moyens de police soient mis en place, qu'il y ait une enquête, que la jeune fille voit que la société réagit à son comportement. Parce que faire de temps en temps faire des fugues régulièrement, ça pose immédiatement un problème de comment elle finance ces fugues. Une fugue de plusieurs semaines, forcément, il y a besoin d'argent. Et là, l'entrée dans la prostitution va se faire. On s'est aperçu aussi que il y avait une nécessité de sensibiliser, donc d'évaluer, de mieux quantifier. Donc, on a soutenu des recherches. Donc, nous, on finance 2 chercheuses du CNRS qui font une enquête actuellement sur les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Ces 2 chercheuses ont aussi fait une enquête sur Montreuil où je donnais à l'Orbido un document qui est diffusable sur ce qui a été fait sur Montreuil. Il y a une autre enquête qui se fait sur Bobigny. L'Observatoire national de la protection de l'enfance les a aussi mobilisés pour faire une enquête à un échelon plus national. Et d'ailleurs, l'ONPE va produire des préconisations en 2021. Alors, ce qui me paraît très important, c'est de voir comment on travaille en partenariat. Ça a été dit à la fin de l'intervention, et en particulier comment on va articuler le pénal et la protection de l'enfance. C'est pas la même chose de poursuivre un proxénète ou voir des clients, et puis d'autre part d'accompagner, d'essayer de faire qu'une jeune fille qui commence à mettre les pieds là-dedans s'en retire, ou alors de réaccompagner une jeune fille qui est passée par une phase de prostitution pour qu'elle retrouve une vie d'adolescente ou de jeune femme normale. Là-dessus, on s'aperçoit que effectivement, le côté difficilement quantifiable, le partenariat et l'articulation se fait mal parce que moi j'étais frappé par le fait que les juges
les policiers, les parquets, imaginent que nous, en tant que travailleurs sociaux, on sait énormément de choses. Hein, et que finalement, au nom du secret professionnel, on ne dirait pas. Hein, comme si... et ça, c'est un truc qui est pas spécifique à la prostitution, parce qu'on a eu la même chose au moment de la radicalisation, au moment sur les trafics. Ils pensent que les jeunes, ils viennent, ah oui, tiens, salut Rémi, ah oui, j'ai trouvé sur Internet comment on fabrique des bombes, ah bah écoute Rémi, je trouve que depuis ta conversion, tu files à mauvais coton, ah mais non, je dirais rien Rémi, tu sais bien, secret professionnel, enfin je veux dire, c'est pas comme ça, le secret professionnel. Nous, on voit un certain nombre de choses, et ce qu'on voit, en tant que professionnel, c'est que plus les services publics reculent, hein, plus il y a de l'auto-organisation de manière délinquante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les aides ont commencé à diminuer, on a vu que le trafic prenait le relais pour aider les gens à payer leur loyer, etc. Quand les services éducatifs ont commencé à se retirer, on a vu que l'école coranique commençait à prendre en charge les gamins. Et puis, et là, on a des jeunes filles sur lesquelles l'investissement social est très faible. Hein, moi, je suis pas tout jeune, hein, vous pouvez pas le voir, mais j'ai 55 ans. Je veux dire, déjà, quand j'avais 20 ans, il y avait les programmes VVV qui disaient « Ah oui, il faut prioriser sur les filles ». Bon, mais ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait, des actions massives en direction des jeunes filles. On se disait « Ouais, elles vont aussi mal, ces jeunes filles ». Bon. Donc, il y a énormément de choses à aller travailler pour que Pourquoi c'est compliqué Qu'est-ce qui fait, pourquoi on en sait si peu, nous, en tant que professionnels, quand on discute avec les gamines? D'abord, parce qu'on va se retrouver avec des jeunes filles qui parfois croient que la prostitution est pénalisée. Donc elles se disent, si je le dis, ça va être signalé et puis je vais être poursuivi. Parce que certains de ces jeunes filles viennent de pays où la prostitution est pénalisée, extrêmement stigmatisée. Bon. Vous avez d'autres jeunes filles qui craignent d'être incriminées pour proxénétisme. Par exemple, c'est pas rare que des jeunes filles disent à une copine, écoute, là je vais aller me prostituer dans tel truc, est-ce que tu peux être dans la salle de bain pour surveiller, t'appelles quelqu'un si jamais il y a un problème. Donc elle recrute une jeune fille comme ça, mais on ne sait pas trop bien qui est la proxénète de qui dans l'affaire. Puis un jour elle lui dit, oui, mais pourquoi c'est toujours moi qui couche, pourquoi c'est pas toi qui coucherais? Finalement elles s'aperçoivent que dans ces logiques de fonctionnement, elles se vivent pas comme proxénètes, mais qu'à un moment, quand on leur donne la définition du proxénétisme, elles se rendent compte qu'elles définissent là-dessus. Et là-dessus, ce serait intéressant du point de vue d'une politique pénale, de la même manière qu'à un moment, dans les années, si je me rappelle bien, 80, 90, Alice Saunier-CIT, qui était mise à justice, avait fait une circulaire sur les usagers revendeurs de drogue, dire on peut pas considérer celui qui revend un peu de drogue pour financer sa consommation comme si c'était un gros trafiquant. C'est pas la même manière de traiter cette affaire. Là, on a des situations avec des jeunes filles prises en charge notamment par la PJJ qui sont pourtant quand même des victimes. Et parfois, ce sont des jeunes filles qui ont abandonné, essayent de se décaler de la pratique de prostitution parce qu'elles ont subi les pires traumatismes. On va trouver des jeunes filles qui ont subi des viols extrêmement, et puis finalement, elles n'arrivent plus à se prostituer parce que ça vive trop d'angoisse, et donc elles vont avoir tendance à aller chercher d'autres jeunes filles pour rester dans leur réseau. Bon, comment on leur reconnaît, en dépit du fait qu'elles participent au recrutement, leur qualité de victime? Il y a aussi le fait que les jeunes craignent des représailles. Hein, il y a quand même le sentiment que là, on a eu une affaire, jugement, 2 ans de prison, 1 mois et demi de ferme, puis le reste avec bracelet électronique. Les gamines sont terrorisées. Si elles disent, moi je parle, et les conséquences, c'est ça.
ça veut dire que moi, je dois aller refaire ma vie à l'autre bout de la France pour échapper à d'éventuelles représailles. C'est pas que elles qui vont subir des représailles. Parfois, c'est la famille aussi qui peut subir des représailles. C'est toute la famille qui doit déménager. Est-ce que on a mobilisé en amont les travailleurs sociaux pour éventuellement, et puis parfois vous avez la famille qui n'est pas trop pour que la gamine porte plainte parce que c'est dangereux. Vous avez parfois aussi, là récemment aussi, une gamine qui à la sortie de son foyer tombe sur un gars qu'elle connaît comme étant un copain de son proxénète, et puis qui dit ah oui je sais bien, alors donc tu es là, hein. Donc la gamine est terrorisée, elle terrorise ensuite toutes les autres gamines qui sont impliquées là-dedans, qui se disent c'est quoi ça. Et effectivement, c'est par le dossier judiciaire, c'est arrivé à l'avocat au client, et le client au copain, et tout d'un coup, voilà, il faudrait peut-être travailler un peu mieux avec le judiciaire et le pénal. Il y a des choses qui n'ont pas l'air. Et puis, ce sont des très jeunes qui sont confrontés à des adultes clients. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de cette sexualité masculine? Alors, c'est pas très très mystérieux, hein. Je citais juste Jacques André, la sexualité masculine chez Cuff, que sais-je, qui est un grand classique, hein. Et il parle de qu'est-ce qui pousse les hommes vers les très jeunes filles, hein, ce sentiment qu'elles ont tout à apprendre de lui. On songe bien sûr au rêve incestueux d'un père initiant sa fille à la sexualité, revendication que la liberté de parole de mai 68 a permis un temps d'entendre ouvertement prôner ici ou là. L'excitation quasi générique provoquée chez les hommes par les jeunes filles tout juste en fleurs, s'alimente à un fantasme de démurge. Éveiller, donner naissance à la vie sexuelle, sinon à la vie tout court, la réalité psychique fait rarement simple. Il n'est pas rare de deviner, derrière la figure du père, l'identification à la mère, à celle qui a séduit et créé en tout bien, tout honneur. C'est-à-dire que c'est un passage qui est intéressant parce que vous avez Georges Grodec qui a écrit une très belle page sur pourquoi les hommes vers 45, 50 ans commencent à avoir une bedaine, et il fait l'hypothèse que c'est une identification à la femme qui peut générer, qui peut créer et engendrer, et que finalement quand l'homme se sent plus créateur, et ben, finalement, il y a quelque chose de ce type-là, qui n'est pas simplement quelque chose d'incestuel père-fille, qui est quelque chose de je vais enfanter une femme accomplie, hein, et ça, Springora en parle très bien. Politique pénale autour de tout ça, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux clients? Hein, ce serait pas mal qu'il y ait à la fois, bon, il risque jusqu'à 3 ans de prison, hein, d'une part. D'autre part, ce serait pas mal qu'il y ait, comme pour les pédophiles ou pour les gens qui ont des infractions pour la route, ou là, les jeunes qui sortaient, qui n'ont pas respecté le confinement, ils ont des stages pour l'ancienne Saint-Denis, ce serait pas mal qu'on essaye de les faire un peu réfléchir sur c'est quoi leur rapport à la sexualité, aux femmes. Il y a à mon avis du travail là-dessus. Pourquoi les jeunes filles ont du mal à nous parler encore? Parce qu'il faut se reconnaître comme prostituées. C'est-à-dire endosser ce stigmate, hein, parce qu'on peut dire que la loi de 2016 a renversé, etc. Ça, c'est dans la loi. Dans la société, être une prostituée, ça reste un stigmate. Et il faut entendre, quand ces jeunes filles parlent d'escorting, de michetonnage, etc., que c'est un discours défensif. C'est je ne peux pas me permettre de m'effondrer en me reconnaissant comme une pute. Donc je vais dire autre chose. Je vais dire, en réalité, c'est pas moi la victime. La victime, c'est ce type dont je pompe le portefeuille. À la limite, c'est lui qui devrait être considéré comme une victime. Et donc, les mécanismes de défense psychique sont généralement des mécanismes, il y a plein de mécanismes de défense psychique, mais notamment qui procèdent par retournement comme ça. Il y a aussi une difficulté, et ça, Vanessa Springora, dans le consentement, en parle très bien sur comment, dans son bouquin Le consentement, où elle dit finalement, quand on a soi-même
consenti à certaines choses au départ, ça devient très difficile de se reconnaître comme victime. Elle dit lorsqu'il n'y a ni souffrance ni contrainte, c'est bien connu, il n'y a pas de viol. Toute la difficulté de l'emprise consiste de l'entreprise du pervers, hein, consiste à respecter cette règle d'or sans jamais y déroger, c'est-à-dire mettre l'autre sous emprise mais sans violence physique. La violence physique laisse un souvenir contre lequel se révolter, c'est atroce mais solide. L'abus sexuel, au contraire, se présente de façon insidieuse et détournée, sans qu'on en ait clairement conscience. On ne parle d'ailleurs jamais d'abus sexuels entre adultes, d'abus de faiblesse, oui, envers une personne âgée, par exemple, une personne dite vulnérable. La vulnérabilité, c'est précisément un fil interstice par lequel les profils psychologiques tels que celui de G, elle parle évidemment du pédophile, peuvent s'immiscer. C'est l'élément qui rend la notion de consentement si tangente. Très souvent, dans les cas d'abus sexuels ou d'abus de faiblesse, on retrouve un même déni de réalité, le refus de se considérer comme une victime. Et en effet, comment admettre qu'on a été abusé quand on ne peut nier avoir été consentant? Voilà. Donc, faire cette opération psychique de se reconnaître comme victime, ça demande un temps de travail. Hein, important. Et puis, il y a une autre chose qui est aussi, c'est que se reconnaître comme victime, c'est accepter de s'effondrer. Et on accepte de s'effondrer si on sait qu'autour de soi, il y a des gens pour nous ramasser. S'effondrer tout seul, bah, c'est juste de la souffrance. Et pour qu'elle puisse vraiment prendre la parole, il faut qu'elle puisse avoir un étayage suffisant pour que soit pris en charge souvent une addiction qui a pu se développer, des IST, parfois des choses comme ça, mais aussi toute une série de psychotraumatismes, hein, d'angoisse qu'il faut prendre en charge. Donc il faut un partenariat avec le soin qui est fondamental dans cette affaire-là. Et puis aussi, il faut pouvoir leur assurer non seulement les protections que j'évoquais pour qu'elles ne subissent pas de représailles, mais aussi pouvoir les remettre dans un projet et leur donner le temps de se reconstruire pour aller vers un projet. Et là, obtenir un contrat jeune majeur, obtenir un dispositif de sortie de la prostitution, c'est pas si évident que ça. Hein. Donc il y a besoin de construire tout ça. Alors, aussi pour conclure, je rappellerai que la protection de l'enfance, oui, ce que je veux dire, c'est que c'est quand on a fait tout ça que les jeunes filles commencent vraiment à nous raconter ce qui s'est passé. Hein. C'est pas la parole, elle se libère pas comme ça. Et d'ailleurs, quand ces jeunes filles parlent, à ce moment-là, le travailleur social, il peut lui dire, mais tu sais, ça, c'est pas à moi que je le raconte, c'est au juge. Hein. Donc, pour moi, un travailleur social, en gros, il sait pas grand-chose avant d'avoir travaillé et créé le lien de confiance. Et puis, quand il a le lien de confiance, il n'a pas besoin d'en savoir tellement plus, puisque, en fin de compte, cette parole, elle est à adresser au juge et pas à lui en tant que travailleur social, nous connaître en détail comment marche un réseau de prostitution, comment ils se connectent sur Internet, etc. C'est pas vraiment notre truc. C'est plus intéressant pour la police de voir comment ça fonctionne. Voilà. Rappelez quand même une chose, c'est que les mineurs prostitués ne relèvent de la protection de l'enfance que depuis 2008. Hein. Auparavant, dans l'après-guerre, quand ont été votées les lois abolitionnistes, les jeunes filles étaient envoyées chez des sœurs de la congrégation du Bon Pasteur. Hein. Donc là, elles étaient mises dans des couvents, elles n'étaient pas enfermées parce que il n'y avait pas d'incarcération à proprement parler, mais elles vivaient dans un couvent où elles étaient nourries, logées, blanchies, où elles recevaient une éducation. Et donc, elles n'étaient pas enfermées, mais elles n'avaient aucune raison de sortir, quoi. Hein. Et puis, dans les années 70, on a vu à quel point ce type de prise en charge était maltraitante, et donc c'est plutôt la protection judiciaire de la jeunesse
qui prenait en charge à la fois l'enfance délinquante, mais aussi la protection de l'enfance. Et à partir de 2008, quand Sarkozy a clivé les choses entre d'un côté l'ASE et puis de l'autre côté la PJJ, à ce moment-là, il apparaissait, puisque ce n'était pas que c'était des victimes, qu'elles devaient être prises en charge. Mais ça, c'est voté dans le cadre d'une loi sur l'autorité parentale. C'est un peu un cavalier, ce qu'on appelle un cavalier, un amendement comme ça qui passe. Ça n'a pas fait vraiment l'objet de débat. Et aussi, on voit notre impréparation qui est liée à cette situation. Tout ça n'est pas pensé au départ. Et là, on a vraiment un travail de réflexion à mener. Je pense en particulier, moi j'attends beaucoup des préconisations de l'Observatoire national de la protection de l'enfance pour bien cadrer, nous, notre travail, et puis que la justice, et quelle est la politique pénale autour de cette question.